l'article 25.1 traite des ressources naturelles. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et 25.2, chacun a droit à un environnement sain. Il faut préciser aussi qu'il y a les questions foncières. Alors, donc, moi, je vais résumer cela comme ceci. C'est quand même, je trouve, que ça serait une avancée à ce niveau-là, c'est-à-dire que de faire reconnaître que les ressources naturelles appartiennent au peuple, puisqu'il y a des multinationales qui sont des prédateurs parfois et qui viennent prendre les ressources naturelles dans plein de pays africains et que le peuple et même la nation n'en profitent pas forcément toujours. Et donc ça, je pense que c'est un élément que cette disposition veut régler. Le renforcement aussi du droit foncier est un élément important également. Par contre, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces dispositions ne cachent-elles pas un certain nombre de conflits après ? Et à ce niveau-là, je pense que Jean-François a la compétence de répondre à cela. Et je prends comme exemple, par exemple, si moi on me dit, sur cette terre-là, j'ai un titre foncier, et il se trouve que 5 ans plus tard, on découvre de l'or dans ma maison, par exemple, ou je ne sais pas, mais un site d'exploitation minière. Est-ce que finalement, les deux articles entre guillemets, ne s'entrecognent pas ou pas? Voilà, est-ce que tu veux bien nous éclairer sur l'essence même de ces dispositions et qu'est-ce que cela peut entraîner dans leur application? Je ne suis pas sénégalais, je ne voterai pas, je n'aurai pas d'état d'âme, quel que soit le résultat du vote, encore que, mais si le vote était non, et si j'avais des regrets, ce serait certainement sur ces questions-là. Parce que, à mon avis, la discussion que nous avons engagée tout à l'heure sur l'appropriation par les Africains de l'idée constitutionnelle et la construction de la Constitution comme instrument qui nous ressemble et règle nos problèmes et nos enjeux, on est en plein là-dedans. Et je le dis d'autant plus aisément que, un peu auparavant, en République centrafricaine, nous avons eu un exercice constituant et que je me suis battu presque en solitaire autour d'une des questions, notamment la question des ressources naturelles et de l'introduction de cette problématique dans la Constitution. J'ai échoué pour l'essentiel, sauf quelques dispositions qui traînent par-ci par-là, mais je crois qu'on est là, nous avons là un de nos enjeux à nous, la question de la maîtrise de notre sol, de notre sous-sol. Il ne s'agit même pas seulement de ressources naturelles, c'est une question fondamentalement d'exercice de notre souveraineté dans toutes ses dimensions spatiales et le sous-sol également. Et nous avons là, comme le rappelait tout à l'heure Daouda, une des questions fondamentales auxquelles nous avons à répondre par d'autres moyens. Mais moi, je continue fermement à croire que le premier moyen par lequel nous pouvons régler cela, c'est la Constitution. C'est la loi fondamentale. Et la question foncière également, ne serait-ce que parce que la terre en Afrique aujourd'hui est devenue l'objet d'appétits extracontinentaux considérables. Et que sur toute l'étendue du continent, on est en train de nous déposséder de notre terre, en sachant que nous, les uns, peut-être à des degrés divers et de manière différente, selon les pays d'Afrique, nous avons un rapport très particulier à la terre. J'ai l'habitude de dire que même s'il y a des États côtiers en Afrique, nous n'avons pas des peuples vraiment de la mer, au sens politique du terme, c'est-à-dire des peuples qui ont cherché à s'étendre à travers la mer. Nous avons cherché nos subsides. Les peuples côtiers, il y a des pêcheurs, il y a des... etc. Mais la mer considérée comme territoire, élément de souveraineté, nous n'avons jamais pas eu cette tradition-là. Donc la terre, pour nous, c'est quelque chose de vital, et je trouve cette disposition-là vraiment très, très, très intéressante. Moi, je ne vous cache pas que les réflexions que j'ai entamées sur cette question ont été alimentées, commencent à s'alimenter aussi des dispositions qui sont proposées au Sénégal. Très positif, mais je continue à me poser des questions. Un petit retour en arrière, en République centrafricaine, moi j'avais fait 2 propositions, 3,
un chapitre entier sur les ressources naturelles, mais c'était essentiellement pour procéder à deux opérations. C'était une sorte de démarche, un règlement du rapport de l'État avec les États étrangers et les opérateurs étrangers. Et là, le peuple, ce n'est pas le peuple qui est concerné, c'est d'abord l'État, dans les relations internationales. Et je proposais également que dans une disposition, on qualifie les ressources naturelles, mais qu'on les qualifie de patrimoine commun du peuple. Et c'est une démarche différente qui a été adoptée par le Sénégal, dans le cadre sénégalais, et c'est pour ça que je me pose des questions. Et la raison pour laquelle j'avais fait cette proposition était qu'en République centrafricaine, où la situation est autrement plus larvée que partout ailleurs en Afrique, nous avons des ressources considérables. Les populations n'en ont jamais bénéficié. Les opérateurs qui sont titulaires des contrats n'ont jamais exécuté la contrepartie, certaines des clauses qui mettent à leur charge l'obligation de construire des routes, de construire des hôpitaux, de construire des écoles, etc. Personne n'a jamais rien fait. Donc personne n'en a profité. Et donc on a eu se développer, y compris pendant la crise, des réflexes d'appropriation privée et des discours d'appropriation privée que je comprends parfaitement. Mais où je me disais, nous courons le risque là que ceux de cette région-là ou de cette préfecture qui ont des ressources et ceux d'à côté qui n'en ont pas, ceux-ci disent, mais c'est nos ressources à nous. Donc, l'affirmation de patrimoine commun du peuple centrafricain, c'est d'une part pour assurer la propriété collective, et puis en même temps le levier nécessaire pour assurer ce que vous avez dans le projet ici, c'est-à-dire la responsabilisation de la puissance publique quant à la redistribution des fruits. Parce que les dirigeants ne sont pas propriétaires de cela, le titulaire de la propriété c'est le peuple, donc cela justifie qu'on mette en place des procédures de transparence, etc. etc. Et c'est pourquoi je me pose des questions sur l'adjonction de ces deux éléments-là. D'abord le fait que dans le projet de constitution, les ressources naturelles, le droit aux ressources naturelles est posé au titre des droits de citoyenneté. C'est le droit des citoyens et d'ailleurs il y a des obligations qui sont liées pour le citoyen à cela. Donc il y a une individualisation à travers ça. Et puis, si on ajoute à cela la question foncière, de la propriété foncière, qui est une autre forme d'individualisation, j'ai un peu peur, mais c'est une peur abstraite, hein, c'est parce que je continue à poursuivre ma réflexion, je me dis que la dimension collective de cette affaire-là manque un tout petit peu, mais peut-être que dans les textes qui viendront, ça sera complété. Personnellement, je pense que c'est vraiment une innovation dans le droit constitutionnel africain, ça mérite d'être suivi de près, et moi, personnellement, je serais très, très heureux que dans le cas du Sénégal ou d'un autre pays africain, que ce type de dispositions qui correspondent à des enjeux véritables pour nous, jusqu'aux plus petits paysans, plus petits cultivateurs, au fin fond du Sénégal ou de la République centrafricaine, c'est les vecteurs de l'appropriation. On sent dans sa propre vie l'impact de l'enjeu constitutionnel. Maintenant, tout cela a besoin d'être vu. J'ai quelques craintes, mais ce sont des craintes théoriques parce que peut-être que je colle un peu trop la situation de la République centrafricaine, mais dans la mesure où je considère généralement que, quels que soient nos pays, nous avons des problématiques communes en Afrique, que le niveau de risque, de violence politique ou de malversation, c'est juste une question de degré ou de potentialité dans certains cas. Et quand je suis le débat qu'il y a entre vous, je me réjouis d'abord d'une chose, c'est qu'il y a, malgré vos contradictions, je suis très heureux d'être dans un vrai débat démocratique et plus apaisé, en tout cas apaisé, même s'il y a de la rhétorique dans laquelle je reconnais bien des amis qui se connaissent depuis longtemps. Donc, bon, en tout cas sur ce chapitre-là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau à dire en Afrique, y compris de l'Afrique vers d'autres pays, pour dire la citoyenneté n'est pas seulement une affaire politique, qu'elle n'est pas seulement autour du droit de vote et du droit d'éligibilité,
que la citoyenneté englobe également la question des questions de nature économique et de propriété collective ou individuelle. C'est la question de l'environnement, c'est la question des ressources naturelles, c'est la question de... Et là, c'est un vrai enrichissement de mon point de vue. En tout cas conceptuel. Après, dans la mise en œuvre... Et justement, dans cette mise en œuvre rapidement, en cas de loi d'application ou de loi organique simplement, quels sont les garde-fous qu'on pourrait avoir? Parce que si ce projet de référendum passe, oui ou non, bon ça, moi je n'ai pas d'avis forcément là, mais il va falloir poursuivre quand même la réflexion à ce niveau-là. Quels sont les garde-fous au niveau de ces ressources, par exemple, au niveau en tout cas de ces dispositions que la société civile ou les partis politiques ou tout type de citoyens qu'ils pourraient exiger vis-à-vis de l'État? Moi, en lisant le projet, le premier lien que je fais, c'est entre ces dispositions-là et les dispositions renouvelant ou renforçant le contrôle parlementaire de l'exécutif. Je fais un lien entre les deux parce que la signature des contrats, c'est une affaire de l'exécutif et de l'administration, en règle générale. Et si on veut assurer la transparence, le premier biais est celui-là. Mais il y a un autre, je dis pas avantage, mais une autre conséquence au fait que les ressources naturelles et la question foncière sont rattachées à la citoyenneté comme droit et devoir. Et si on relie ça avec notamment la possibilité pour les citoyens, dès lors qu'il s'agit de droits, ce sont des droits qui sont, ma question c'est, est-ce que ces droits ne sont pas justiciables désormais, puisqu'il s'agit de droits qui deviennent des droits individuels de chaque citoyen, est-ce qu'il ne pourrait pas aller devant un juge, et notamment maintenant qu'il y aurait la question prioritaire de constitutionnalité, est-ce que ça ne pourrait pas être une voie également de concrétisation de ces droits-là? Ces deux pistes qui me paraissent intéressantes, dont la deuxième piste qui est d'autant plus intéressante que l'initiative appartiendrait aux citoyens, libre maintenant au Conseil constitutionnel de dire ce qu'il en pense, mais je pense qu'il y a là deux pistes qui, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'était toi. Bon, voilà les deux pistes que je vois et que je trouve assez intéressantes.